passé ces semaines dernières en Indonésie n'est pas chose facile, même pour les envoyés spéciaux de 5 colonnes à la une qui connaissent pourtant assez bien ce pays. Et cela nous oblige à un tout petit retour en arrière. Depuis plusieurs années, ce pays vivait dans un calme apparent sous la direction du président Sukarno. Je dis apparent car on n'a jamais très bien su au juste ce qui se passait dans les 4 ou 5 000 îles qui forment ce pays, le 5e du monde par sa population, 100 millions d'habitants, partagés entre des dizaines de races, de religions, de dialectes et de partis politiques. Pourtant, le président Sukarno imaginait de rassembler tout le monde sous une étiquette qui lui, semblait-il, rassemblait tous ceux qui pouvaient répondre à son appel. C'était le Nasakom, c'est-à-dire nationalistes, essentiellement des militaires, les éléments religieux, musulmans, mais catholiques et chrétiens également, et les communistes, Nasakom. De ces trois, il avait formé un gouvernement. Tout se déroulait, semble-t-il, à peu près normalement. Les crises intérieures, économiques essentiellement, et une inflation galopante, étant oubliées grâce à des crises extérieures opportunément surgies, celle de la Nouvelle-Guinée il y a quelques années, celle plus récente de la Malaisie, la confrontation à propos de la possession de l'île de Bornéo, crise qui devait d'ailleurs entraîner le départ de l'ONU de l'Indonésie. Lorsque brusquement, le 30 septembre dernier, cet équilibre précaire a été remis en question par un certain colonel Umtu, qui commande la garde présidentielle du palais du président Sukarno, et qui, prétextant un prochain putsch militaire, convoquait dans la nuit une dizaine de généraux, les faisait massacrer et tentait de prendre le pouvoir ici à Jakarta et à l'intérieur du pays. Mais l'armée criait au coup d'État communiste et faisait réapparaître le président Sukarno, mystérieusement disparu du devant de la scène durant quelques jours. Voilà, on est à Jakarta il y a maintenant une dizaine de jours pour commencer une enquête dont il faut bien reconnaître modestement que malgré les clartés qu'elle apportera, elle laissera beaucoup de points qui sont pour nous demeurés inexplicables. Peut-être un peu plus de militaires que d'habitude, sans que ces rassemblements inquiètent les Japonais paisibles et résignés. Un couvre-feu qui vidait les rues dès 19h chaque soir, c'est ce que l'on pouvait voir les premiers jours à Jakarta. Ajoutez à cela la douzaine de laissez-passer indispensables aux rares journalistes admis aux frontières. Cela suffisait pour montrer que l'Indonésie vivait à l'heure d'une crise dont les signes extérieurs soigneusement dissimulés ne pouvaient cacher la gravité. Sur les événements eux-mêmes du 30 septembre, l'absence durant 3 jours d'informations précises, les plus extravagants, une audience incroyable. À un Français connaissant bien le pays, qui avait vécu, si l'on peut dire, les événements, j'ai demandé son opinion que les Indonésiens devant les étrangers ne se montraient guère bavards. Ils ne sont pas bavards parce qu'ils n'ont pas de renseignements. On ne parle que par oui-dire, par... mais des histoires qui se sont passées à Jakarta même. Vous étiez ici lors des événements. Oui, oui. Mais je vous dis, il a fallu 2 jours avant qu'on apprenne qu'il y avait eu un coup. On a vu beaucoup de troupes dans les rues, on a vu des rues barrées, un service d'ordre inhabituel, mais enfin, ce n'est pratiquement que le lundi matin. Les journaux ont commencé à être reparaître. Lundi matin, c'est-à-dire 3 jours après. Mais alors sur les événements même, s'ils n'ont pas eu beaucoup d'influence sur la vie extérieure, quelle interprétation? C'est très difficile. On n'arrive pas à voir qui peut être à l'origine de ce coup-là. Enfin, si, il y a des coupables, mais enfin, ce ne sont pas, à mon avis, les inventeurs du coup. Et maintenant, le rôle de chacun dans cette histoire-là est encore plus difficile à Pas les définir. communistes. Non, oui, maintenant, on dit que ce sont les communistes qui ont fait assassiner les généraux, que l'armée se venge et que maintenant, vous voyez des manifestations dans les rues qui demandent l'interdiction qui demande que l'on pende à Edith, qui est le chef du Parti communiste. Bon, alors maintenant, on est obligé de se dire, ah bon, ce seraient donc les communistes qui seraient... Vous n'avez pas l'air convaincu. C'est tellement gros, enfin, je sais pas. Alors qui ce serait si ce n'était pas les communistes? Là, une rivalité de militaires, peut-être. Parce qu'en fait, à l'origine, vous avez bien un militaire de la garde du président. Oui, mais on dit que ce militaire, le lieutenant-colonel, était sympathisant communiste. Serait même l'un des cadres du parti, oui. Il a été arrêté. Oui, il a été arrêté. On verra bien à son procès ce qu'il dira. Oui, enfin. Alors pour vous, vous paraît plus vraisemblable que ce soit une rivalité de militaires? Oui, parce que qu'est-ce que le Parti communiste avait à gagner dans ce pays? Il avançait normalement. À prendre le pouvoir. C'est pas dans la ligne.
Il y a quand même un signe qui est frappant et qui contredit un peu ce que vous pensez, c'est que l'ambassade de Chine populaire est la seule qui n'ait pas mis son drapeau en berne. Oui, oui, ça c'est lorsqu'on a voulu faire mettre le drapeau en berne après la découverte du corps des généraux. C'est exact, c'est exact. Alors là, ça serait une signature. C'est grossier. Enfin, on n'a pas l'habitude de ces méthodes-là. Oui, mais je vous raconte un peu ce qu'on a entendu dire, nous, en Europe. Vraiment, le président Sukarno était très malade, que l'on pouvait croire qu'il allait mourir, que les médecins chinois avaient renseigné les communistes. Est-ce que ce n'était pas de prendre le pouvoir? C'est faux, parce que maintenant on sait, alors là de sources sûres, par différents recoupements, on sait que dans la nuit du putsch, il était en ville, on peut même il cherchait sa femme. Et il a fini par la trouver d'ailleurs. Elle dînait chez un diplomate de Moyen-Orient, qui l'a raccompagnée parce qu'elle a reçu un mot, hein, et elle a demandé à son hôte de l'excuser, elle a dit qu'elle était obligée de partir, et l'ambassadeur l'a raccompagnée jusqu'à la président Sukarno qui l'attendait dans la voiture. Donc, et il n'avait pas l'air malade du tout. Donc tout ça n'est pas vrai. Pour le peuple, c'est bien le PKI, le Parti communiste indonésien, qui est responsable du coup du 30 septembre. Et chaque jour, des manifestations ou organisées par les partis religieux ou nationalistes de droite réclament l'interdiction et la dissolution du PKI. Les esprits, on en arriva vite à réclamer l'arrestation et même la pendaison des responsables du parti et de son chef en particulier, M. Haïdi. Les slogans anti-chinois ou contre M. Subandrio, le ministre des Affaires étrangères, convaincu favorable à la Chine populaire, se mêlant aux cris anticommunistes. L'armée surveillant avec indulgence ces monômes disciplinés. Haïdi en brochette, Haïdi en saucisse. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Parce que le PKI c'est la Gestapo. Et parce qu'ils ont tué les généraux. De quel parti êtes-vous? Le PKI c'est la Gestapo. Pékin ment. Radio Pékin c'est la Gestapo. Haïdi à mort. Le PKI c'est le terrorisme et l'athéisme. Les murs sont recouverts d'inscriptions et de symboles. Dans les campagnes, les choses ne se passaient guère différemment. La politique de Nasakov aux responsables communistes. Ce fut alors un jeu pour les manifestants que de découvrir leurs habitations et que de les livrer et à la destruction. Il fallut toute l'autorité du président Sukarno pour faire cesser difficilement cette chasse quotidienne aux communistes. Pour l'armée, la tâche la plus importante est de récupérer les 30 000 armes disparues des arsenaux et aux mains des communistes selon les autorités militaires, des armes de tout calibre et de toute provenance. Ces armes ont été prises au cours du mouvement du 30 septembre et c'est le résultat de toutes les recherches de l'armée et ce sont des armes qui viennent de l'Amérique
de la Tchécoslovaquie et de la Chine. Combien d'armes au total a-t-on pris? Berapa senjata semuanya? Totalnya adalah kira-kira ada 320 pucuk. Di situ dari keseluruhan 327. Est-ce qu'il estime qu'il en reste encore beaucoup aux mains des communistes? Masih ada banyak dengan orang PKI. dipikir tidak begitu banyak karena kita juga sukar untuk mengetahui karena mereka itu senjata disembunyikan sekarang ini. Non, il n'en reste pas encore beaucoup, mais ils savent parfaitement qu'il y en a encore pas mal de cachés. En tout cas, les perquisitions se succédant, l'armée chaque jour emprisonnait des communistes détenteurs, refusant de se soumettre aux nouvelles réglementations. Nous avons vu arriver l'un de ces convois de communistes à la prison centrale de Jakarta. Ali Yuda Kusuma. Ali Yuda Kusuma. Sarkom bin Sanawe. Sarkom bin Sanawe. Siapa? Sarkom siapa? Oh, Muhammad Nur. D. Muhammad Nur. D. D apa namanya? Muhammad Sakri. Muhammad Sakri. Bin Raima. Sobari bin Raima. Ngadimin. Ngadimin. Iksan Saronto. Ce rôle de police dévolu à l'armée, prise de position politique, autant de questions qu'il fallait poser au porte-parole le plus autorisé des militaires à Jakarta, le... Les événements du 30 septembre sont d'abord un problème politique, et c'est au pouvoir politique de le régler, mais il y a et surtout de l'armée de l'air parmi les exécutants de la tentative de coup d'État. Ils doivent être punis, et c'est à nous que revient ce rôle, bien qu'il soit d'une émeute contre le pouvoir politique. Mon colonel, ce que vous venez de nous dire, c'est la position officielle de l'armée, je comprends. On considère en Europe en particulier que la réalité est différente, que l'armée manifesterait beaucoup d'insistance et de pression pour obtenir de lui une répression anticommuniste beaucoup plus forte que lui, le président, ne le souhaiterait en réalité. Pertanyaan dari Tuan adalah Je ne peux pas répondre directement à votre question. L'armée n'est pas seulement un élément, mais aussi un élément de la révolution. Nous avons donc, il est vrai, un rôle politique. Mais ce n'est pas nous qui le décidons. À propos de la lutte contre le PKI, il est clair que c'est le Parti communiste qui a tiré les ficelles du mouvement du 30 septembre. Pour cette raison, il est notre adversaire et c'est notre qu'il faut pour le moins l'interdire, si possible le dissoudre. Nous ne faisons que transmettre les pressions venues du peuple pour anéantir le mouvement du 30 septembre. Mon colonel, n'y aurait-il pas dans l'armée des éléments moins raisonnables, disons plus extrémistes, puisque le président a lui-même déclaré il y a 2 jours, je crois, on se réclame de moi, on crie mon nom, mais en réalité, on ne m'obéit pas. pertanyaan Tuan adalah Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'extrémistes dans l'armée de terre, ni dans les forces armées en général. En ce qui concerne les formels, nous obéirons aux ordres du grand leader de la Révolution, le frère Suekarno. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic La of nomination annoncée solennellement par le président Suekarno au poste de commandant en chef de l'armée du général Suharto montre en tout cas que le président de la République ne peut rester sourd à tous les appels de l'armée, même s'il tente de prendre la politique de Nasakom,
d'empêcher la chasse aux communistes et de résister aux pressions de la rue et des états-majors. Pour l'heure, chaque conseil des ministres va un peu plus loin dans la répression anticommuniste, mais le docteur Soubandrio fait toujours partie du gouvernement. Ces contradictions, étranges pour nous, mais normales peut-être en Asie, nous avons demandé au ministre de l'Information, le général Armadi, d'expliquer. Au cours d'un entretien de plusieurs heures, il nous a déclaré que la politique de la France et celle de l'Indonésie se ressemblaient beaucoup. L'une et l'autre recherchaient l'indépendance nationale. Le coup du 30 septembre ne pouvait remettre en question les structures de la révolution indonésienne. Que les communistes, il est vrai, tenaient plusieurs régions dans le centre de Java. Que le Nasakom ne finirait pas avec l'interdiction du Parti communiste, car on pouvait faire du socialisme sans les communistes. Et que de toute façon, la seule position possible en Indonésie était de faire confiance au président Sukarno. Mettre hors la loi les communistes ne paraît pas suffisant aux dirigeants des partis d'extrême droite qui veulent le gouvernement à la rupture avec la Chine populaire. Malgré l'affirmation du gouvernement que rien n'est changé à sa politique étrangère de collaboration étroite avec la Chine, les meetings musulmans ne craignent pas d'accuser ouvertement les Chinois de collusion avec le PKI. Les étudiants, comme toujours, sont parmi les plus ardents et manifestent étrangement leur civisme non seulement par leurs bruyantes réunions, mais par un goût soudain pour la propreté publique. Ils redeviennent sérieux et mesurés quand on les interroge, même si curieusement ils utilisent pour défendre leur position une phraséologie qui ressemble à celle de leurs... Nous ne sommes pas tellement forts pour que nous devrions avoir peur. Il y aurait beaucoup de difficultés, mais cet événement, je crois, nous sert à indiquer et à faire la différence des faux idéalistes indonésiens et des vrais. Vous dites qu'ils ne sont pas très forts, mais par la Chine populaire? Ce que je sais, c'est que le PKI collabore. Le PKI, c'est-à-dire le Parti communiste. Le Parti communiste qui est pour Pékin et contre Moscou. Mais c'est tout ce que je sais. Qu'il collabore du point de vue matériel et organisation, ça je ne sais pas. Mais il n'y a pas encore, on n'a pas encore présenté des faits à la population. Depuis quelque temps, on voit à Jakarta et peut-être ailleurs des manifestations qui réclamaient d'abord la mise hors la loi du Parti communiste, ce qui a été décidé, et qui maintenant réclament les chefs du Parti communiste. Est-ce que vous approuvez ces manifestations? Ces manifestations, oui, et non pas les excès, bien sûr. Je crois que c'est évident qu'on ne peut plus donner confiance à eux. Alors, il n'y a plus d'autre solution. La seule solution, c'est de les mettre illégaux et d'interdire leurs activités. C'est pas très démocratique comme en France, bien sûr. Vous comprenez, la situation ne permet pas. Alors, est-ce qu'il ne risque pas d'être plus dangereux clandestin qu'il ne l'était lorsqu'il pouvait s'afficher au grand jour? Non. Ce serait un peu dangereux, mais ils sont plus dangereux encore quand ils sont légaux. Parce que quand ils sont légaux, on n'oppose pas ce qu'ils font, alors que maintenant, il y a toujours l'armée qui fait une barrière pour eux. L'armée a toujours été la meilleure organisation qui a toujours été capable de s'opposer, non pas seulement s'opposer, mais d'arrêter leurs intentions, hein, d'établir un État communiste. Oui, je comprends, oui. Est-ce que les communistes étaient présents beaucoup dans l'administration du pays, dans la presse, à la radio?
Oui, grâce à la politique de NASACOM aussi, cette politique de tolérance et de mobilisation de toutes les forces a été exploitée par les communistes, a s'infiltrer dans presque tous les organes de l'État. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les supprime des emplois qu'ils avaient? Ce qui est bien, c'est qu'on sait qui ils sont. Ils sont au moins temporairement expulsés de ces organes et on contrôle. Mais à l'université, justement, puisque vous êtes étudiant, est-il exact que des professeurs aient été renvoyés? Ce n'est pas exactement renvoyé, temporairement renvoyé, arrêter leurs activités, toutes les activités à l'université. Beaucoup de professeurs? À ma faculté, il y en a 18, je crois. Ce sont ceux qui appartiennent aux organisations communistes, aux quasi communistes ou affiliés aux organisations communistes. Les dirigeants de l'Indonésie craignent beaucoup que les difficultés intérieures actuelles fassent oublier, par un ironique retour des choses, la guerre menée dans la jungle de Bornéo contre les Malaisiens et leurs alliés britanniques. Pour cette raison, un éclat particulier a été donné au départ d'un bataillon pour le front. Un bataillon dont certains ne sont pas fâchés de l'éloigner du cœur politique du pays, même si ses membres arboraient à l'épaule le ruban blanc, signe de loyauté au gouvernement. Ce bataillon venait de Bandung. Bandung, dont le nom était précisément invoqué à chaque instant, rassemblait le vaste monde de l'Afrique et de l'Asie à la conférence d'Alger. Les Chinois et M. Suekarno ne sont pas venus à Alger. C'est que l'Afrique et l'Asie ont bien changé depuis Bandung. L'Indonésie avait réussi à dissimuler plus longtemps que d'autres l'intense contradiction entre des structures économiques périmées et son vocabulaire progressiste. Aujourd'hui, l'Indonésie a bougé. Dans quelle direction son histoire va-t-elle aller? Ce ne sont pas les masques des divinités de Java qui nous fourniront la réponse.